Les trois règnes du vivant sont une notion essentielle dans les sciences de la vie. Cela vient du besoin de classifier les organismes dans le but de comprendre comment ils ont évolué, en construisant notamment des arbres phylogénétiques. Cet arbre a évolué au gré des découvertes scientifiques et des avancées technologiques. Au XXe siècle, donc, ce que nos parents et grands-parents ont appris à l'école, c'est un arbre à trois branches principales, les animaux, les végétaux et les champignons. Mais au début du XXIe siècle, les trois règnes du vivant ont été modifiés en eucaryotes, bactéries et archées, avec les deux derniers qui sont aussi classés comme prokaryotes. Cela a été permis par l'essor des technologies de séquençage de l'ADN et des analyses haut débit, en sélectionnant un marqueur conservé chez tous les êtres vivants, mais bien sûr avec des différences propres aux espèces. L'ARN 16S, qui est l'ARN qui compose la petite sous-unité du ribosome. Cela sous-entend aussi que tous les êtres vivants possèdent des ribosomes. Donc, cet ARN 16S qui permet en partie de classifier les êtres vivants. Or, chaque organisme a des spécificités qui lui sont propres et qui permettent aux biologistes de les mettre dans telle ou telle case. Malgré la presque infinité des différences existantes entre les espèces, des différences majeures et quasi invariables existent malgré tout entre les eucaryotes et les prokaryotes avec en son sein les bactéries et les archées. Bienvenue au bureau des sciences et voyons ensemble quelles sont les différences entre les trois règnes du vivant. La première différence n'est pas des moindres, existant entre les eucaryotes et les prokaryotes est contenue dans l'étymologie de leur nom. Le mot karyote vient du grec ancien et signifie noyau, et le suffixe pro, qui a la même origine, veut dire avant. Donc prokaryote veut dire avant le noyau. Alors que le suffixe e, toujours du grec ancien, signifie vrai, donc eucaryote veut dire vrai noyau. Tout ça pour dire que les prokaryotes n'ont pas de noyau, alors que les eucaryotes en possèdent un. Ok, l'un a un noyau et pas l'autre, mais c'est quoi ce noyau ? Le noyau est le lieu où sont stockés les chromosomes des eucaryotes, soit ce que l'on appelle communément l'ADN. Un ADN qui est généralement linéaire et réparti en plusieurs fibres, dont le nombre varie en fonction des espèces. Ces fibres, ce sont les chromosomes. Et chez les prokaryotes, le matériel génétique n'est pas empaqueté dans le noyau, mais libre dans la cellule, dans le compartiment appelé cytoplasme. Faisons un petit point sur le nom des compartiments cellulaires majeurs. Chez les eucaryotes, on retrouve le cytoplasme qui est l'espace entre la membrane plasmique et les différentes autres membranes qui délimitent les organites, qui sont des sortes de sacs avec diverses fonctions. Chez les prokaryotes, on retrouve un premier espace entre la paroi et la membrane plasmique pour les bactéries gram-positives et les archées, ou les deux membranes chez les bactéries gram-négatives, qui s'appelle le périplasme. Et ensuite, on retrouve aussi le cytoplasme, qui est l'espace délimité par la membrane plasmique, en gros. Revenons à notre histoire de noyaux et d'ADN. De plus, les prokaryotes ont un matériel génétique qui est également ailleurs dans les cellules, tout comme les eucaryotes. Chez les eucaryotes, on retrouve de l'ADN dans des organites. Et chez les prokaryotes, on retrouve des plasmides qui sont, pour vraiment simplifier, des mini-chromosomes circulaires qui peuvent être échangés entre les bactéries, un peu comme des cartes Pokémon. D'autres différences existent au niveau de l'ADN, outre sa forme et sa localisation. Pour les eucaryotes et les archées, la compaction de l'ADN se fait par l'intermédiaire d'un complexe multiprotéique, les histones, complexe qui est absent chez les bactéries. Une des différences majeures est l'organisation des gènes. Chez les eucaryotes, les gènes possèdent des introns et des exons, qui lors de la transcription, les introns sont retirés et les exons conservés, mais avec plusieurs arrangements possibles, donnant au final pour un même gène, plusieurs protéines possibles. C'est ce que l'on appelle l'épissage alternatif. Cette organisation n'est absolument pas présente chez les prokaryotes. Les gènes peuvent être isolés ou sous forme d'opérons. Les opérons sont un ensemble de gènes dont l'expression, c'est-à-dire la transcription, est contrôlée par le même promoteur. En gros, c'est comme si vous tirez plusieurs balles mais en appuyant une seule fois sur une gâchette. Et tant que l'on parle de transcription, évoquons le fait que plusieurs ARN polymérases existent dans les cellules des eucaryotes, mais que chez les prokaryotes, il n'y en a qu'une seule. Il existe aussi des différences au niveau de la traduction, ainsi que beaucoup d'autres qui touchent à l'ADN et aux mécanismes qui lui sont généralement liés. Mais ils sont beaucoup plus complexes et mériteraient une vidéo à eux tout seuls. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos de notre bureau.
Le noyau n'est pas le seul compartiment cellulaire chez les eucaryotes. Il possède également des compartiments appelés organites qui sont le siège de nombreux mécanismes essentiels, pour ne citer que les plus connus. La mitochondrie, qui est le siège de la respiration aérobie, une sorte de grosse usine à produire de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, connue sous le nom et l'abréviation ATP. Le deuxième organite le plus connu est sans surprise le chloroplaste, qui est le compartiment cellulaire où se réalise la photosynthèse oxygénique chez les plantes. Donc la formation de matière organique, souvent du glucose, à partir de l'énergie lumineuse. Une autre grande différence dont nous n'avons toujours pas discuté, c'est celle de la taille, même si on dit souvent que c'est pas ce qui compte. Premièrement, la taille des cellules. Les cellules des eucaryotes ont une taille comprise entre 5 à 10 micromètres pour les fungi et 100 micromètres à 1 mm pour les microphytes. La variation est donc très grande, mais en moyenne, il est considéré qu'elles ont une taille de l'ordre de 100 micromètres. Et pourquoi je parle de cellules ici et non pas d'organismes vivants ? Car il y a des organismes eucaryotes unicellulaires, mais aussi car vous êtes des eucaryotes, qui sont multicellulaires, tout comme un ficus, un cèpe ou une mouche, qui ont tous des tailles plutôt différentes les unes des autres. De plus, la majorité des prokaryotes sont unicellulaires, malgré quelques cas de pluricellularité. Donc, comparons ce qui est comparable, les cellules. Et dans tout ça, la taille des cellules des prokaryotes, elle est tout simplement de l'ordre du micromètre. Deuxième taille majeure, c'est celle du génome, soit la longueur de tous les chromosomes mis bout à bout les uns des autres d'une cellule. Elle est exprimée le plus généralement en nombre de paires de bases abrégées Pb. Cela correspond au nombre de nucléotides qui composent la molécule. Mais dans le cas du génome, on va parler en millions de paires de bases, dit aussi méga paires de bases abrégées MPB. Là aussi, de grandes disparités existent. Le génome des prokaryotes a une taille de l'ordre de quelques mégapaires de bases. Par exemple, celui de la célébrissime Escherichia coli fait environ 4,6 mégapaires de bases, ou celui de Mycoplasma pneumoniae a une taille d'environ 0,8 mégapaires de bases. En ce qui concerne les eucaryotes, c'est le grand écart. Prenons deux exemples d'organismes avec des tailles de génome très différentes. Pour le premier, regardons la levure utilisée dans la fermentation de la bière, Saccharomyces cerevisiae. Son génome a une taille d'environ 12 mégapaires de bases. Tandis que notre deuxième exemple, nous, avec pour nom scientifique Homo sapiens, avons un génome qui s'étend sur 3,4 milliards de paires de bases, soit 3400 mégapaires de bases. Il existe également des organismes avec des génomes qui ont des tailles encore plus grandes. La taille, c'est réglé. Passons maintenant à comment est délimitée une cellule. Cette délimitation a aussi de grandes différences qui séparent les trois règnes du vivant. La première grande différence à ce niveau concerne la constitution de la paroi cellulaire. La paroi des bactéries est constituée de peptidoglycanes, qui est un ensemble de chaînes de polysaccharides reliées entre elles par des peptides. Et pour les archées, c'est du pseudopeptidoglycane. Bon, la différence, c'est simplement une composition en sucre, mais la structure globale est similaire. Dans le cas des cellules des eucaryotes, la présence d'une paroi n'est pas aussi systématique que chez les prokaryotes, où elle est quasiment une norme, malgré quelques exceptions. Mais pour les cellules qui en possèdent une malgré tout, ce sera un ensemble de polyosides, tels que de la cellulose ou de la chitine. Vient ensuite la membrane plasmique, qui est dans tous les cas composée de phospholipides, mais la liaison entre le glycérol et les acides gras varie. Pour les bactéries et les eucaryotes, ce sera une liaison ester. Cela correspond à la liaison d'un acide gras au glycérol par l'oxygène qui n'est lié qu'une seule fois au carbone du groupement chimique acide carboxylique. En revanche, c'est une liaison éther qui fait aussi intervenir un oxygène mais qui n'est pas compris dans le groupement acide carboxylique dans le cas des archées. Délimiter l'espace interne de la cellule est une chose, mais il faut pouvoir maintenir la forme de cette dernière face aux différentes contraintes, notamment de pression. Cette résistance est permise majoritairement chez les prokaryotes par la paroi, mais chez les eucaryotes, cela se fait par l'intermédiaire du cytosquelette. Comme son nom l'indique, c'est le squelette de la cellule. Il est fait de 3 composants chez les eucaryotes. Le premier composant sont les microtubules, qui sont des polymères d'une protéine, la tubuline.
Il modèle la forme et la structure d'une cellule par le biais de réactions de polymérisation et de dépolymérisation, ou dit plus simplement, ce sont des piliers qui se construisent ou se démolissent et qui vont donner la forme de la cellule. Ils servent aussi au transport de molécules à travers la cellule, telle une autoroute empruntée par des cargos, qui sont deux protéines, l'adinéine et la kinésine. Le deuxième composant sont les microfilaments, aussi appelés filaments d'actine, qui, par une grande surprise, sont des polymères d'actine. Les filaments d'actine interagissent également entre eux, mais avec d'autres protéines. Ils sont impliqués dans une pléthore de mécanismes comme la motilité cellulaire, la formation de jonctions entre les cellules ou encore dans la cytodiérèse, c'est-à-dire la division cellulaire. Enfin, le troisième composant du cytosquelette sont les filaments intermédiaires. Ils correspondent à la charpente de la cellule, en étant la structure la plus stable de ce dernier. Ils ont également une composition qui varie en fonction du type de cellule dans lequel ils se trouvent, permettant par exemple d'identifier le tissu d'origine d'un cancer qui aurait métastasé. Chez les prokaryotes, il y a également un cytosquelette qui n'a été découvert qu'au début des années 2000. Il est composé de filaments qui sont des polymères de la protéine MRB, qui fait partie de la super famille des actines HSP70. En gros, elle est similaire à de l'actine. Ce cytosquelette n'est présent pas dans toute la cellule, mais se retrouve localisé au niveau de la membrane sous forme de foyer. Il est impliqué dans de nombreux mécanismes de maintien de la forme cellulaire et en étant impliqué dans la formation de la paroi de peptidoglycane. Je pense qu'un petit récapitulatif s'impose. Et quoi de mieux qu'un tableau ? À droite, les eucaryotes, au centre, les bactéries et à gauche, les archées. Tout d'abord, le plus évident, les eucaryotes ont un noyau qui contient les chromosomes, alors que les prokaryotes, donc les bactéries et les archées, leur chromosome est libre dans le cytoplasme. D'ailleurs, les eucaryotes possèdent des organites qui ne sont pas présents chez les prokaryotes. Les eucaryotes ont plusieurs chromosomes qui sont le plus souvent linéaires, alors que les prokaryotes en ont généralement un seul qui est, lui, circulaire. Les gènes possèdent des introns et des exons chez les eucaryotes, ce qui n'est pas le cas pour les prokaryotes, mais eux qui ont une organisation des gènes en structure opéronique. Les eucaryotes ont des histones qui compactent l'ADN chromosomique, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres règnes du vivant, qui eux, par contre, possèdent une seule ARN polymérase contre plusieurs chez les eucaryotes. Les parois des bactéries sont faites de peptidoglycanes, celles des archées de pseudopeptidoglycanes, et lorsque les cellules eucaryotes en possèdent une, ce sera des polyosides tels que de la cellulose ou de la chitine. Au niveau des membranes, c'est la structure des phospholipides qui varie, avec des liaisons ester entre l'acide gras et le glycérol pour les eucaryotes et les bactéries, mais éther chez les archées. On retrouve un cytosquelette chez les eucaryotes en 3 composants, microtubules, filaments intermédiaires et microfilaments ou difilaments d'actine, qui pour le dernier est un homologue chez les bactéries. Et pour conclure, la taille. Les prokaryotes ont une taille de l'ordre du micromètre contre la centaine de micromètres pour une cellule d'eucaryote. Différence que l'on retrouve au niveau de la taille du génome avec quelques mégapaires de base pour les prokaryotes, contre quelques dizaines à plusieurs milliers de mégapaires de base pour les eucaryotes. Enfin, la liste des différences entre les 3 règnes du vivant est enfin finie. On s'entend bien sûr sur le fait que ce ne sont que les grandes lignes et non pas une liste exhaustive, car sinon la vidéo s'étalerait sur plusieurs heures. Mais j'espère toutefois qu'elle vous aura permis de mieux appréhender ce que sont ces 3 types d'organismes et ce qui les différencie, mais aussi d'entrevoir toute la complexité et les mystères que renferme le vivant. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et lâchez un petit commentaire, ça aide toujours au référencement. Et à un prochain rendez-vous dans le bureau des sciences, et n'oubliez pas que quand vous pensez au petit, voyez grand.